Bonsoir, ce soir dans Lumière intérieure, j'ai la joie et l'honneur d'accueillir l'un des contre-ténors les plus connus au monde, Philippe Jarouski. Bonjour Philippe Jarouski. Bonjour, merci de me recevoir. Merci de venir jusqu'à nous. Votre voix vous a valu les Victoires de la musique en 2004. Vous avez aussi eu beaucoup de prix internationaux. Vous êtes déjà venu sur KTO. Vous êtes le fondateur d'un ensemble de musique baroque qui s'appelle Arta Serse. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est parfait. Voilà. Et puis, vous nous en parlerez certainement tout à l'heure plus amplement, mais vous avez fondé aussi une académie musicale qui porte votre nom, je crois. Exactement, oui. Pour la jeunesse. Pour la jeunesse, pour l'égalité des chances et l'accès à la culture pour tous. Exactement, donc ça on aura, j'espère, l'occasion d'en parler plus amplement tout à l'heure. Avec plaisir. Et vous venez, alors que vous êtes déjà venu en 2012, je ne sais pas, c'était une expérience comment en 2012 ? Ah, c'était très agréable. J'aime beaucoup ce genre d'émission. On a le temps de parler, on a le temps d'installer la parole. Ouais. Et des fois, de se découvrir même un petit peu mieux soi-même. Ah, c'était votre expérience de la fois dernière ? C'est mon souvenir, oui. C'est un bel hommage. Très bien. Et ce sera intéressant d'ailleurs pour nous de voir aussi l'évolution entre il y a donc 13 ans et aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous venez dans le cadre de votre actualité. Peut-être vous avez envie de nous la présenter. C'est un disque qui est sorti Oui. avec des cantates profanes. Exactement, des cantates italiennes. Et le titre est Gelosia. J'avais peur de le prononcer, c'est pour ça que j'attendais que vous le prononciez. C'est la jalousie en italien. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire quelque chose d'assez passionnel, d'assez rouge, un peu comme ces fauteuils. Et aussi vous avez également. un regard d'ailleurs de jaloux Oui, voilà, là-dessus. et je plie une rose rouge assez violemment sur le côté. Et évidemment, c'est souvent quand on fait un album, on essaie de trouver un titre qui colle bien. Là, c'était très facile puisque deux cantates qui sont dans l'album s'appellent La Gelosia, sur un texte de Pietro Metastasio, qui est un très 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 grand librettiste du XVIIIe. Et c'était assez facile et ça convenait bien aux 5 cantates qu'il y a dans le disque, puisque ces cantates souvent parlent pas forcément que de la jalousie, mais du dépit amoureux, de la détresse, de l'amour contrarié et de sentiments assez passionnels. Donc ça reflétait bien la teinte de tout le disque. Donc en fait, c'est un disque d'amour. C'est un disque d'amour, mais d'amour un petit peu contrarié, c'est-à-dire de frustration, de ne pas être aimé par l'autre, ou d'avoir été trahi par l'autre, abandonné par l'autre. C'est pas un disque, je dirais, d'un amour paisible et heureux. C'est un amour tourmenté, passionnel. Et évidemment, c'est ça qui inspire le plus les compositeurs. Et on a du coup dans cet album aussi de la musique qui est assez tempétueuse, assez variée, avec justement une description de l'état affectif de cet amoureux transi qui ne reçoit pas l'amour qu'il devrait en retour de sa bien-aimée. Donc c'est un petit peu ça le thème de tout ce disque. Donc il vous a fallu endosser vous-même ces sentiments-là ? Exactement, et ça c'est toute la, je dirais, la problématique et le challenge d'un artiste, qu'il soit d'ailleurs musicien ou acteur. C'est des fois d'essayer de vivre je dirais, des sentiments qui ne sont pas étrangers à soi-même, mais qui finalement ne sont pas vécus aussi intensément. Je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement jaloux. Pour moi, la jalousie, c'est quelque chose de dangereux. M'est arrivé d'avoir des relations avec des personnes un peu plus jalouses. Et finalement, la jalousie, c'est pour moi une façon d'exprimer que l'autre est un peu sa propriété. Et on n'est jamais la propriété de quelqu'un d'autre. Et il faut toujours se méfier des gens trop jaloux. En général, on le sait, ça se termine un petit peu mal. Donc vous vous en gardez, mais malgré tout, il fallait que vous l'éprouviez Il fallait, un voilà, peu. voilà. Alors ce qui est fantastique, je dirais, par rapport à un acteur, nous les musiciens et les chanteurs lyriques, c'est qu'on a une musique qui est déjà composée dans ce sens. Donc on se laisse porter par la musique, on se laisse porter par les idées du compositeur, et on est au service de cela. On est au service d'eux, on est au service de pourquoi il a écrit telle note, quels effets on va avoir aux instruments, quand on va pouvoir soutenir le discours, quelle couleur on va pouvoir apporter, et après on va porter le texte sur toutes ces idées-là en fait.
Alors, c'est aussi un disque anniversaire, un 25e anniversaire. Alors, qu'est-ce que vous éprouvez en soufflant ces 25 bougies? C'est passé trop vite, évidemment. Donc, c'est le 25 années depuis 25 années sur où scène. vous chantez sur scène. Voilà. Moi, j'ai commencé le chant à l'âge de 18 ans. Ouais. Et comme j'étais pianiste-violoniste, au départ, c'est allé assez vite. Donc, au bout de 2 ans de cours de chant, je me suis retrouvé sur scène, vers 20-21 ans. Parce que cette voix est très, très originale, qu'elle est rare. Oui, elle était même, je dirais, plus rare il y a 25 ans que maintenant. C'est vrai d'accord. qu'il y a toute une nouvelle génération de contre-ténors, de sopranistes. On en voit de plus en plus avec des voix merveilleuses d'ailleurs. J'ai beaucoup de nouveaux collègues fantastiques. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on était en pleine explosion, je dirais, du baroque, c'est-à-dire notamment à l'opéra. Et j'avais encore une voix effectivement assez légère de soprano qu'on recherchait. Et ça m'a permis de commencer très tôt. Mais je dois dire que commencer très tôt, c'est à la fois un cadeau, mais ça peut être aussi un danger. J'ai eu quelques années un petit peu difficiles où je m'épuisais un petit peu physiquement, vocalement. Et ça m'a permis de tirer la sonnette d'alarme assez vite et de finalement essayer de construire une technique vocale. Vous savez, c'est le chant lyrique notamment, je dirais qu'on dit souvent qu'il faut 10 ans d'études pour commencer vraiment à savoir chanter. Donc peut-être je suis commencé un petit peu trop tôt sur scène, mais ça a été 25 ans d'un cadeau de la vie, je dirais. Moi, je n'étais pas prédestiné à être musicien et encore moins chanteur. Et ça a complètement changé ma vie. Ça a changé aussi ma façon de voir le monde, évidemment. Du coup, c'est vrai que j'avais envie de célébrer ces 25 ans. Il y a eu un grand concert au mois de juin dernier avec plein d'amis. Et c'est vrai que ça fait bizarre de se dire que ça fait déjà 25 ans. C'est passé très vite. Oui, alors c'est évidemment passé très vite parce que ce n'est pas du tout un métier, je dirais, routinier. Il y a eu tellement de projets, tellement de rencontres qu'on court un peu après le temps. J'avoue que depuis ces dernières années, j'essaye de prendre plus le temps, de goûter les choses, même en concert, d'être... J'ai toujours eu une nature assez légère, je prends les choses assez légèrement. Donc pour moi, ça n'a jamais été trop difficile de monter sur scène, de faire un concert, de repartir, de rentrer chez moi. Maintenant, les moments sur scène, j'essaye de les goûter plus, dans le temps, dans la qualité de l'accueil du public, de l'acoustique, de la musique que je chante. Alors, vous avez préparé un cadeau pour nos téléspectateurs. Vous allez chanter. Et donc, si vous voulez maintenant offrir ce cadeau. Alors oui, je sens souvent toujours un peu le même air, la Chakopyanga à la télévision. Alors je dirais que là, je vais changer, je vais prendre un air de Monteverdi, qui est une berceuse pour endormir Popéa, qui est l'amante de Néron. Et c'est un très très bel air, très 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 épuré. Merci beaucoup. Oblivion suave, I dolci sentimenti, in te filia dormenti. Voilà. Merci. Oh, quelle chance! Je me suis sentie Merci. très privilégiée. Ah, c'est gentil. Ah oui. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas endormi, ça Ah va? non, 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 j'aurais pu écouter des heures. Alors maintenant, ça va être le moment des mots. On va vous laisser ici et vous allez entendre ma voix dans l'oreille et vous allez avoir 4 mots à partir duquel vous allez pouvoir vous exprimer et nous allons pouvoir vous écouter. D'accord, très bien. À tout de suite. À tout de suite. Je rappelle que nous sommes sur KTO dans Lumière intérieure et que ce soir nous sommes avec Philippe Jarouski. Et comme premier mot,
j'ai pensé à don. Le don, oui. Alors, le don, je dirais d'abord peut-être un cadeau de la vie. Il faut savoir détecter pourquoi on est doué. Moi, je suis toujours convaincu qu'on est tous doués pour au moins quelque chose, voire plusieurs choses. C'est pas forcément artistique, ça peut être le don de communiquer, ça peut être un don physique, ça peut être plein de choses. Ça peut être social aussi. Je dirais que le don, évidemment, ça vient de donner. Ça nous est un peu donné comme ça, de façon comme un petit cadeau de la vie, comme je disais. Et ce qu'on a l'habitude de dire souvent, évidemment, c'est que le don, c'est 10% et le reste, les 90 autres pourcents, c'est le travail. C'est particulièrement valable en musique et pour un chanteur lyrique. Je dirais qu'effectivement, ce don, il faut le développer, il faut qu'il s'épanouisse, il faut aussi qu'il soit solide aux épreuves de la vie, je dirais. Le don, il est aussi fait pour être partagé. Il y a une notion de partager son don avec les autres. Donc il y a une responsabilité aussi, je dirais, d'avoir un don. Il faut en prendre soin, il faut le partager avec aussi de l'humilité. Et il faut savoir le préserver aussi. Donc, en ce qui me concerne, c'est préserver ma voix et de continuer à la travailler, de continuer à trouver d'autres formes d'expression, peut-être d'autres répertoires parfois, et d'explorer tout ça grâce à ce don qui m'a été donné. Alors, est-ce que vous avez envie de nous raconter comment ce don vous l'avez découvert? Vous n'étiez pas d'une famille de musiciens, et donc ce don, vous l'avez encore plus vécu comme un cadeau surprenant et magnifique. Mais comment l'avez-vous découvert? Alors, ma mère avait l'habitude de me dire que dès l'âge de 2 mois, je ne pleurais pas, mais je gazouillais un petit peu. Donc, c'est toujours la problématique pour moi de ce qui est acquis ou est-ce qui est de l'inné. Est-ce que j'étais né pour devenir chanteur? C'est une bonne question. En tout cas, ça faisait partie des possibilités au départ, je pense. Et puis, c'est au collège, à Sartrouville, au collège Colette, où j'étais, que un super professeur de musique, cette petite heure de musique qu'on a par semaine, m'a fait découvrir ma voix, m'a fait découvrir la musique classique aussi, Gérard Bertram, et m'a fait chanter ma première chanson qu'il avait composée. Donc j'étais en 6e, et c'est lui qui a conseillé à mes parents de m'inscrire dans un conservatoire. Et je crois qu'il a eu raison. Et je suis convaincu aussi que l'école devrait parfois être plus justement un détecteur de ce pourquoi on est vraiment doué, plutôt peut-être d'essayer finalement que tout le monde fasse les mêmes cursus universitaires, d'essayer vraiment de détecter, parce que quand on cultive son don et qu'on a la chance d'en vivre comme moi, on n'a jamais vraiment l'impression de travailler. C'est vraiment un rêve. Donc pour ce professeur, c'était aussi une expérience extraordinaire, j'imagine. Découvrir le don d'un élève. Oui. Il a suivi toute votre carrière? Oui, là, il l'a suivi. Figurez-vous que je l'ai revu il y a 1 an de cela, où il est venu à une masterclass que je donnais à mon académie avec des jeunes chanteurs, et je l'ai vu au premier rang. Et c'était comme si on s'était jamais quitté. Finalement, il était passé 25 ans, presque plus de 30 ans, et je l'ai reconnu tout de suite. Et ça, c'était un moment très émouvant, effectivement, de ma vie, de le revoir et de repenser à tout ce parcours, justement, depuis mes 10 ans. Et donc, il était très ému de vous voir aussi, j'imagine? Oui, et moi également. Enfin, c'était presque un peu irréel, puisque je me rappelle, et ça c'est assez fou, j'ai encore des images très précises des cours avec lui dans la salle de classe.
de lui au piano en train de nous faire chanter, de nous faire écrire des textes. C'était aussi un professeur qui était très à l'écoute des adolescents, des jeunes, et qui leur donnait la possibilité de s'exprimer. Et je pense que c'est ça qui a créé... je ne parle pas de lumière intérieure, mais on y est proche, de cette petite flamme. Il a ouvert, il a vraiment fait éclore cette petite flamme intérieure pour la musique. C'est-à-dire que peut-être j'ai découvert avec lui à quel point, quand je faisais de la musique, je me sentais tout simplement plus vivant. Et par derrière, vos parents, bien que ignorant plutôt ce monde, vous ont accompagné, soutenu, encouragé? Oui, ça c'est le deuxième cadeau. C'est-à-dire que mes parents n'étaient évidemment pas musiciens, mais ils ont compris, je crois, assez vite que si j'essayais pas de devenir un musicien dans la vie, je le regretterais. Donc le contrat, je dirais, avec mes parents, c'était passe ton bac d'abord et puis après on essaye. Ils ne voulaient pas que je me retrouve sans rien au cas où ça ne fonctionnerait pas. Donc ils ont été ils m'ont vraiment supporté et à franchir aussi les difficultés, les étapes, les inscriptions au conservatoire. Ça coûte de l'argent, on en reviendra, peut-être on en reparlera aussi. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé l'académie, c'est que ça coûte de l'argent aussi, de l'étude des instruments, le violon, le piano, les partitions, les cours parfois privés qu'on peut avoir en dehors. Voilà, c'était aussi un certain sacrifice de la part de mes parents de tout faire pour que je puisse avoir la chance de faire ce métier, oui. Donc on leur rend hommage aussi ce soir. Ah oui, et j'ai malheureusement effectivement perdu Votre maman. les deux. J'ai perdu mon oui. papa il y a quelques années et ma maman il y a quelques mois. Et la vie est ainsi faite, mais c'est au moment où ils sont plus là qu'on se rend compte à quel point ils nous ont donné et apporté, et que pour pas être trop triste, ils vivent à travers moi maintenant. Alors peut-être que c'est le bon moment pour passer au deuxième mot. Et ce deuxième mot, vous en avez parlé. Ce deuxième mot, c'est humilité. Oui, humilité. Alors, ça peut paraître peut-être un peu étrange pour un artiste qui se doit d'avoir quand même un petit ego, parce que pour monter sur scène, il faut penser qu'on a quelque chose à dire. Il faut être sûr de soi, il faut quand même avoir cette prétention d'apporter quelque chose au public, que ce soit du stand-up, du théâtre, de la musique. Mais je dirais que cette forme d'humilité, elle est très importante et elle va de soi, je dirais, quand même avec la musique classique. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé que j'étais, en tant que chanteur, au service des partitions que je chante, au service de génies comme Vivaldi, Bach, Handel, Mozart et plein d'autres. Et que cette forme d'humilité, elle est naturelle par rapport au répertoire qu'on fait, parce qu'on est très petit face à ce qu'on interprète. Et on doit garder cette forme d'émerveillement face à la création, face à ce que ces géants, ces compositeurs ont écrit et qu'on interprète des siècles après, et avec le même émerveillement face à cette expression du génie humain à travers la musique. Donc cette forme d'humilité, cette humilité-là, en tout cas, il faut la garder toujours en tête, et je dirais ne jamais se servir de la musique pour des fins, je dirais, purement narcissiques. On est là avant tout pour servir cette merveilleuse musique et la défendre et la partager avec le public. Je vous avais entendu dire, et ça m'avait beaucoup touchée, qu'il fallait s'effacer devant une musique. Oui, et c'est pas toujours facile. Je suis pas en train de... des fois, je me prends moi-même dans des travers effectivement qui sont pas les bons. C'est-à-dire que on a des problématiques. Des fois, on veut être expressif,
on veut prouver plein de choses. C'est ça aussi qui est dur quand on est un jeune artiste, c'est qu'on veut prouver qu'on chante fort, on chante dans plusieurs langues, qu'on est un bon acteur, qu'on sait transmettre plein de sentiments. Et puis, on peut se mettre un petit peu devant la musique. Et c'est vrai qu'avec l'âge, on apprend vraiment à lire différemment les partitions, peut-être de manière plus profonde, à essayer de mieux comprendre ce que voulait dire le compositeur, pourquoi il a écrit tel rythme et pas un autre. Et on se laisse peut-être guider par ça. Et c'est vrai que s'effacer, c'est compliqué aussi, parce que si on s'efface trop, on ne donne pas. C'est-à-dire qu'il faut que ça reste une rencontre entre ma personnalité et l'œuvre. Ce qui va intéresser le public, c'est comment moi je l'interprète. Ça peut être très différent chez un autre interprète. Donc le public vient chercher aussi votre personnalité, ce que vous pouvez donner à l'interprétation d'une musique. Mais il faut garder en tête, il ne faut jamais, je dirais, travestir en tout cas les velléités, les idées même du compositeur. Il faut les servir, mais avec sa propre personnalité. Et diriez-vous que dans ce chemin de 25 ans, vous avez connu des périodes de doute ou de solitude ? Solitude, pas trop. J'ai la chance d'être bien entouré. Et je suis quelqu'un d'assez sociable. De doute, oui. Il y a eu des moments, notamment au début de ma carrière, où j'ai eu l'impression effectivement qu'on m'a peut-être mis trop jeune dans des grandes salles. Et j'avais pas encore beaucoup d'années de chant. Et évidemment, quand le doute s'installe, il se répercute immédiatement dans la voix. Et ça a été des années où je tombais un petit peu plus souvent malade, où je finissais des concerts pas très en forme vocalement. Et ça m'a aussi servi à me dire qu'il fallait peut-être prendre plus de temps, ne pas tout accepter, essayer de construire quelque chose de plus durable dans le temps. Et oui, tous ces doutes-là, peut-être parfois avoir choisi un rôle qui n'était pas totalement adapté à ma voix, ça arrive, je pense, à beaucoup d'artistes. Après, je suis convaincu aussi qu'un artiste qui ne prend pas de risques, c'est pas totalement un artiste. Donc, sans se brûler totalement les ailes, je pense qu'il c'est bien de prendre des risques de temps en temps. Mais oui, les doutes, ils sont toujours là, il y en a toujours. Mes doutes actuels, ils sont plus sur le futur. Je commence à diriger de plus en plus, qui est une activité qui me plaît énormément. Combien de temps je vais encore chanter, combien de temps ma voix va me suivre. Ça, c'est des questionnements actuels. Mais après, j'essaye de prendre les choses avec sagesse, pas forcément humilité, mais avec sagesse, en me disant que après 25 ans de carrière, je dirais que je prends toutes les années qui vont suivre un peu plus comme un bonus. Et que si je devais arrêter demain de chanter, j'essaye de me dire que ça ne serait pas si grave que ça. Je dis bien j'essaye. Oui, ça ne doit pas être évident. Vous avez parlé tout à l'heure, à l'entrée de ce studio, du chant comme une vocation. Vous le sentez vraiment comme, dans le mot vocation, il y a le mot appel. Oui. Vous l'avez senti comme un appel ? Oui, une voix, hein, vraiment une voix intérieure. C'est vrai que quand j'ai écouté mon premier concert d'un contre-ténor, j'avais 17 ans. C'était Fabrice Di Falco, le contre-ténor. Il avait un concert dans une église et je l'ai écouté avec beaucoup d'admiration et de fascination. Je ne connaissais pas du tout cette voix aiguë d'homme. Et en même temps, cette petite voix intérieure m'a dit mais tu peux faire ça. Tu sais faire ça. Et je me suis projeté assez vite. Je me rappelle que ma professeure Nicole Fallière me disait que quand je suis venu à mon premier cours, elle m'a dit c'est joli, mais je ne suis pas sûr que tu puisses devenir un chanteur contre-ténor. Et apparemment, je lui ai dit
vous devez me croire, moi je le sais. Donc c'est cette forme de projection. Je dirais que la vocation, c'est aussi cette capacité à se projeter dans le futur, à s'imaginer à une place et à imaginer un développement intérieur qui n'est pas encore là. Ça, c'est assez incroyable. Comme un enfant qui veut être chirurgien et qui arrive déjà à se projeter, à opérer quelqu'un. C'est assez fascinant ce mécanisme mental. Et la vocation, c'est aussi un énorme cadeau de la vie parce que cette flamme intérieure qui est allumée et qui vous guide, elle vous fait franchir des obstacles énormes. Et c'est vraiment très, très, très fascinant. Moi, je me rappelle, j'avais vu aussi à la télévision un témoignage fantastique d'Antoine Griezmann, le footballeur. Et on le voyait à l'âge de 8 ans demander un autographe à Zinedine Zidane. Et Zidane lui demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et elle a dit je veux être footballeur. Et il le savait déjà qu'il serait un footballeur. Et c'est assez incroyable. Et ça fait franchir les obstacles différemment. Il y a des obstacles dans toute vie, mais quand on a une passion et une vocation chevillée au corps, on y arrive plus facilement, je crois. Ça donne des ailes. Un petit peu, oui. Alors le troisième mot, c'est transmettre. Transmettre. Alors ça, c'est effectivement une problématique que j'ai depuis petite dizaine d'années. Et c'est un petit peu nouveau et je pense que c'est lié effectivement à l'âge aussi. Quand on a eu beaucoup de chance, comme j'en ai eu, qu'on a eu beaucoup de gens qui ont cru en moi, ce professeur, tous mes premiers professeurs de musique, au violon, au piano, mes parents, voilà. C'est peut-être à mon tour aussi de croire en la jeune génération, d'essayer de transmettre mes connaissances, mais aussi certains idéaux. J'ai créé il y a 9 ans une académie qui porte mon nom, l'Académie musicale Philippe Jarouski, qui est basée à la scène musicale. L'originalité de cette académie, je dirais, c'est qu'elle a deux projets. Elle a un projet qui est finalement assez classique de fondation pour jeunes talents, c'est-à-dire des musiciens qui se destinent à être les artistes de demain, qui sortent des grands conservatoires de Paris, Lyon et d'Europe, et à qui on propose des masterclass et à qui on essaie de transmettre notamment aussi des valeurs humaines. Et puis, on essaye justement, évidemment, de les aider de façon très pratique et très concrète sur leur début de carrière. Et donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Et c'est dans ce cursus que j'ai commencé justement à transmettre aussi ce que je sais du chant à de jeunes chanteurs. Et je dois avouer que c'est une vraie révélation. C'est très, 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 très... On reçoit autant qu'on donne quand on enseigne. Et ça, c'est quelque chose que je ne pensais pas à ce point-là. Mais c'est vraiment un dialogue permanent avec l'autre chanteur. Et c'est vraiment assez addictif, je dirais. J'aime beaucoup enseigner. Et je pense que c'est aussi quelque chose que j'aimerais développer plus tard et continuer vraiment à suivre aussi toute cette génération de chanteurs qui est très très douée et qui mérite qu'on leur donne un coup de pouce. Et puis, il y a le projet peut-être dont je suis le plus fier, c'est le projet avec les enfants, le projet des jeunes apprentis où on propose à des familles et des enfants éloignés de la pratique culturelle de commencer la pratique instrumentale. Alors pour l'instant, c'est le violon, le violoncelle et le piano, mais on espère le développer à d'autres instruments. Et on leur propose justement des cours entièrement gratuits, on leur fournit des instruments. Et ça, c'est le projet dont je suis le plus fier parce que, voilà, j'espère qu'un jour, un des enfants qui a commencé la musique à l'académie
viendra faire l'autre projet, c'est-à-dire devenir un jeune musicien professionnel, ça serait un cadeau incroyable. En fait, vous avez envie d'être à votre tour au premier rang à regarder un jeune comme votre professeur de Sartrouville vous a regardé. Exactement. Je me rends compte que voilà, la vie, c'est ça, ce sont des cycles. C'est des cycles. Et je me rends compte que mon histoire personnelle, évidemment, elle dicte plein de choses de ce que je fais actuellement. C'est-à-dire que, évidemment, c'est maintenant à moi de croire aux autres. C'est à moi d'aider et de soutenir toute cette jeune génération de musiciens. Et ça se fait naturellement de par mon histoire personnelle quand j'étais enfant, oui. Peut-être que vous avez envie de dire quelques mots sur votre maman qui a particulièrement compté pour vous? Oui, c'était quelqu'un d'assez exigeante. Et je me rappelle que quand je travaillais mon piano ou mon violon à la maison, d'abord, elle était patiente parce que ça durait des heures et des heures. Et puis après, je me mettais à chanter. Et des fois, elle passait et elle me disait bof, tu peux mieux faire. Et c'était un petit peu. Je mesure à quel point tu peux mieux faire a été quelque chose d'important pour moi. Et puis, c'est quelqu'un qui vient d'une génération où je crois on croyait énormément à l'égalité des chances. Et que rien ne tombe tout cuit dans la bouche aussi et qu'il faut travailler. Donc elle m'a inculqué beaucoup ça. Elle avait pas mal d'autodérision aussi et je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé je crois particulièrement quand on est contre-ténor, on a cette voix aiguë. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux parce que je me suis souvent rendu compte que ce qui était magnifique, sublime pour certains pouvait être ridicule pour d'autres. M'est arrivé d'avoir des gens qui riaient quand ils m'entendaient chanter, par exemple. Donc il faut avoir ce recul aussi et cette autodérision. Elle en avait beaucoup. C'est aussi... C'était quelqu'un qui a eu beaucoup de souffrances aussi, psychologiques dans sa vie, qui n'a pas toujours été très heureuse. J'ai l'impression qu'avec le recul, on se sent parfois, nous, les enfants, face à certaines choses un peu impuissants. Je ne savais pas trop comment rendre heureux ma mère. Je ne sais pas si... avec le recul, j'espère que je l'ai rendue un petit peu heureuse. Et que oui, elle était fière de moi, mais exigeante. Et j'espère oui, que je l'ai rendue à travers cette vie de musicien. Elle a eu des moments heureux avec moi je me rends compte que aussi je suis beaucoup elle. Dans ma façon d'être et dans beaucoup de choses, dans mon ironie aussi parfois, et dans mon humour, il y a beaucoup de choses d'elle qui ressortent. Donc elle est encore là à l'intérieur. C'est pas des moments faciles parce que je me suis rendu compte aussi, je crois que c'est intéressant que ça fait pas très longtemps, ça fait juste quelques mois, mais qu'une grande partie de moi chantait pour elle. En tout cas, une grande partie, oui, une petite partie de moi, chaque concert, même si elle n'était pas là, c'était un petit peu pour elle. Et je me suis posé la question justement, la première fois que je suis remonté sur scène après son décès, je me suis dit qu'est-ce que je fais de cette partie-là ? Est-ce que je la remplace ou je la garde ? Et en fait, j'ai décidé de la garder. Donc il y a une partie de moi qui chante encore pour elle. C'est très émouvant. Et vous pensez qu'elle vous entend aujourd'hui ? Je ne sais pas si elle m'entend, je sais qu'elle est là. Et que oui, elle est présente. Elle est présente, comme mon père l'est. Quelqu'un me disait la deuxième partie de la vie commence quand les parents ne sont plus là. Donc c'est mon cas. Et effectivement, beaucoup de choses changent dans la vie. Et pas forcément que, je dirais, des choses tristes. Il y a aussi une urgence à goûter la vie, ce qui nous reste à vivre.
Il y a un plaisir parfois aussi, peut-être à se replonger dans le passé aussi pour les refaire revivre, se plonger dans les photos, ce que j'ai fait aussi ces derniers mois, revoir aussi mes parents quand ils étaient jeunes, quand ils avaient 15 ans, 20 ans. On oublie aussi souvent que ses parents ont été jeunes aussi, avaient des rêves, avaient des aspirations. Et voilà, je sais qu'en ce moment, ça me fait du bien de me replonger dans tout ça. Donc, dans ce que vous partagez, il y a à la fois l'expression d'une absence, il y a autre chose maintenant qui ne sont plus là, mais j'entends aussi qu'il y a une présence. Vous les sentez présents? Oui, et je dirais que ne serait-ce que par les traits de caractère, je ne sais pas si tout le monde vit ça, mais moi, plus ou moins, il y a effectivement, déjà, plus je regarde les photos actuelles, plus je me rends compte que je ressemble de plus en plus à mon père. Alors ça, c'est évidemment, j'ai des tics même physiques de mon père. Et puis, des fois, je me prends à dire une phrase et c'est ma mère qui s'exprime, pas forcément moi. Donc on est ses parents et pour moi ça c'est des fois c'en est presque troublant effectivement. Et est-ce qu'il serait possible que quelque chose d'eux demeure vivant? Ça c'est la grande question. J'ai pas toutes les réponses. On sait pas trop. Enfin, j'ai pas les réponses à ça malheureusement. J'étais quelqu'un, je dirais au départ. De par ma mère d'ailleurs, un petit peu, je dirais, très scientifique, pragmatique. Voilà. Maintenant, je le suis beaucoup moins. Je ne suis pas quelqu'un de croyant, mais il y a des choses qui m'étonnent beaucoup, notamment... par exemple, quand on rêve, moi par exemple je rêve de ma mère, je fais des rêves très étranges qui sont signifiants, comme si elle voulait encore me dire quelque chose. Donc il y a je suis beaucoup plus ouvert à certaines idées, ne serait-ce que spirituelles, et j'étais quelqu'un qui avait plutôt tendance à dire que quand on mourait, on disparaissait totalement. J'en suis peut-être un peu moins sûr maintenant. Alors peut-être c'est le moment de passer au dernier mot, même si on l'a déjà entrevu avec ce que vous venez de nous partager. Ce dernier mot, c'est lumière. Oui, la lumière. Alors la lumière, je dirais, on m'a souvent dit que j'avais une voix très lumineuse. C'est-à-dire une voix claire, une voix, oui, c'est vrai. pas une voix comme très chaude, très profonde, un peu sombre. Et effectivement, on m'a qualifié de voix angélique, de voix comme celle-là. Mais je trouve que la lumière n'est rien sans l'ombre. Et j'ai l'impression qu'il faut aussi avoir une conscience des deux dans la vie. Et c'est peut-être pour ça que je suis un aussi grand fan du Caravage, par exemple, et de son magnifique clair-obscur. La lumière ne peut apparaître lumineuse que dans l'ombre. On le voit très bien avec les luminaires de cette pièce. Et je trouve aussi que l'expérience de la vie, c'est expérimenter ça aussi. C'est les moments de grâce qu'on peut avoir. Alors les moments de grâce, on va dire que la chance d'être artiste me permet d'y accéder peut-être plus facilement, avec la lumière justement du plateau, avec les conditions d'un concert. Mais aller aussi de temps en temps chercher sa part d'ombre et de temps en temps aussi faire une introspection assez honnête de soi sur ce qu'on a pu peut-être rater ou quand on a pu blesser certaines personnes aussi. Il faut faire aussi ce travail. Je ne dirais pas qu'il faut cultiver sa part d'ombre, mais il faut en avoir conscience et accepter cela, sa part d'imperfection. Voilà. Moi, j'ai eu cette chance peut-être
d'être mis en lumière et de chercher la lumière. Il y a beaucoup d'expressions qui portent le mot lumière. Et de temps en temps aussi, dans un autre sens, j'ai besoin aussi de retourner à l'ombre, de me protéger et de ne pas être toujours non plus exposé constamment au regard des autres. Voilà, essayer de trouver maintenant de plus en plus aussi, j'ai besoin de ces moments où je me mets un petit peu à l'écart du monde pour pouvoir me ressourcer et pouvoir retourner sur une scène et pouvoir pas affronter mais accepter le regard des autres et leur jugement parfois. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous chercher la lumière ? C'est très compliqué, il y a plusieurs choses. Parce que chercher la lumière, ça peut avoir évidemment un côté péjoratif, c'est-à-dire qu'on cherche toujours à être vu. À oui, être dans vu, ce sens-là. voilà. Oui. Mais il y a un autre sens que vous vouliez dire, non ? Oui, chercher la lumière, je dirais, chercher la lumière, c'est aussi chercher une forme d'idéal, d'absolu. De beauté aussi. Oui, chercher à se dépasser, chercher à peut-être des fois s'extirper de sa condition d'être humain, avec tous les défauts que ça engendre. Voilà, et de se... comment dire, de se dépasser, de trouver le meilleur de soi-même. Et puis, peut-être aussi, je ne sais pas, moi je sais que je suis quelqu'un de... Par exemple, j'aime beaucoup faire rire mes amis. Mais peut-être parfois, des fois, c'est peut-être aussi une forme de vouloir exister, montrer que je suis là. On me dit souvent que je suis trop bavard, que je ne laisse pas assez parler les autres. Donc, de temps en temps, il faut aussi accepter que la vie est un petit peu moins lumineuse et aussi laisser un peu de lumière aux autres. Alors, vous avez partagé tout à l'heure avec votre disque qui sort là ces temps-ci que vous vouliez éprouver un peu les sentiments que vous chantiez. Et vous chantez quand même souvent du répertoire religieux. Oui. Donc nous, sur KTO, évidemment, ça nous intrigue. Est-ce que vous entrez aussi dans ces sentiments Est-ce que vous en éprouvez quelque chose de ces sentiments religieux quand vous chantez Bach, quand vous chantez des compositeurs qui ont eux-mêmes été inspirés par une grande foi ? J'aime beaucoup chanter la musique religieuse et je sais qu'une grande partie du public trouve que ma voix s'y prête très bien. J'ai notamment, je pense qu'un des airs qui est le plus connu de mon public, c'est le Cum Dederit du motet le Nisi Dominus d'Antonio Vivaldi. Et Stabat Mater aussi. Le Stabat Mater et le De Pergolèse notamment. Je me sens très confortable. J'aime énormément chanter dans les églises. J'aime énormément être dans une église. J'aime y passer du temps. J'aime voir la lumière qui passe à travers les vitraux. J'aime les acoustiques, évidemment. J'ai l'impression que ma voix est très souvent mise en valeur par une acoustique d'église. Elle est portée. Et puis, j'ai évidemment une sensation. Je dirais que quand je chante des airs d'opéra ou un opéra, je dois exprimer en général les tourments, c'est plus souvent des tourments que de la joie, du personnage que j'interprète. Donc je dois exacerber, je dirais, des sentiments. Quand je chante de la musique religieuse, c'est très différent pour moi. Je sens que je dois me mettre dans une position où je suis dans une position, justement, on en parlait tout à l'heure, d'humilité face à quelque chose qui me dépasse, qui dépasse ma condition d'homme. Et c'est toujours difficile d'expliquer qu'est-ce qui change dans la voix, mais j'aime me mettre beaucoup dans cette position, effectivement, d'humilité. C'est vraiment quelque chose dans laquelle je me positionne quand je chante le répertoire religieux, ça c'est sûr. Peut-être parce que ces compositeurs avaient entrevu quelque chose de plus grand qu'eux et que ça vous entraîne dans cette espèce de regard vers une lumière lointaine et belle. Oui, et évidemment la musique aussi qui est écrite, comme vous le dites justement, un compositeur
qui croit en Dieu comme Bach, le génie, la puissance de son génie fait qu'il y a on perçoit cette foi incroyable, cet amour, cette puissance, cette humilité, comme je disais, face à Dieu. Et moi, évidemment, en tant qu'interprète, je la ressens, cette puissance qu'il y a dans l'écriture musicale, et j'essaye de la transmettre. Et effectivement, quand on chante, on a la chance de participer, par exemple, à chanter des passions de Bach, la Saint-Matthieu, la Saint-Jean. Ce sont des expériences spirituelles, qu'on croit ou pas en Dieu, ce sont des expériences spirituelles très, 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 très fortes. Et on ne ressort jamais indemne d'un concert d'une passion de Bach. Alors on ressort comment? On ressort chargé, je dirais aussi quand il y a une forme d'espoir. C'est-à-dire que face à tant de beauté, tant de lumière, tant d'humilité, vous savez, je résume tout seul tout ce qu'on a dit, on peut avoir encore un peu d'espoir en l'être humain et ça permet de se recharger un petit peu aussi. Merci beaucoup, Philippe Jarouski. Je rappelle Merci que à nous vous. sommes sur KTO dans Lumière intérieure et nous allons passer à la dernière partie de l'émission. Alors, Philippe Jarouski, comment ça s'est passé? Bah, très bien, mais je préfère que vous soyez avec moi quand même. C'est vrai? Ah bah, ça me fait plaisir. Non, mais bon, c'était une forme d'introspection aussi. De ne pas voir mon visage permet peut-être de dire autre chose. Peut-être, oui, c'est pour ça que vous faites ça. Hein. C'est de la manipulation un petit peu. Ah, j'espère pas. Non, je plaisante. En tout cas, c'était pour nous très touchant de vous entendre. Ah, merci. Est-ce qu'il y a un mot ou l'autre que vous avez préféré? Je dirais quand même que le mot lumière, c'est un joli mot. Et qu'il y a plein de choses à dire. Et que, oui, je pense que la vie est dure et que des fois, on s'éteint un petit peu soi-même. Donc, il faut conserver cette lumière en soi, de plein de choses différentes, mais dans la lumière, on peut mettre plein de mots, on peut mettre l'espoir, on peut mettre plein de choses. Et puis, il y avait le mot don qui a été aussi chargé de beaucoup de choses, parce que vous Oui. avez reçu un don, vous le transmettez à un public, mais maintenant à des jeunes. Oui. Donc ça paraissait aussi un grand fil de votre vie. Oui. Et comme je disais, le cadeau de la vie qui... Un cadeau que vous avez reçu et que maintenant voilà. vous donnez. Voilà, et en tout cas, vraiment convaincu que le don n'est pas quelque chose de rare. Oui, c'est ça ce que vous nous avez bien dit. Voilà, on devait tous chercher en nous quelque chose, oui, je suis don. convaincu de ça, vraiment. Donc ça, je suis sûre que les téléspectateurs l'ont entendu et qu'ils vont chercher ce soir. Et le don et la lumière intérieure et le don, c'est peut-être la même chose finalement. Puis pour que ce don devienne une lumière pour autrui. Exactement, et la partager, la transmettre, tout est lié. Ouais. Et puis il y avait votre maman aussi, vous avez dit à la fin qu'elle semblait aujourd'hui encore vous signifier quelque chose. Oui, par touchant. le rêve, c'est assez étonnant. Comme si elle voulait vous exprimer quelque chose qu'elle ne vous aurait pas dit, qu'elle n'aurait pas eu le temps de vous dire. Oui, probablement. Et puis, comme j'ai pu le dire, elle avait passé des moments difficiles dans sa vie, mais elle avait aussi conservé une certaine joie de vivre, qui était qu'elle communiquait beaucoup aux autres. Je sais que beaucoup de gens ont gardé un souvenir très agréable de ma mère, quelqu'un qui aimait bien faire rire et qui était assez pétillante. Vous dites que vous avez gardé ça aussi, que vous aimez faire rire. Je crois, oui, pas mal. On dit quelquefois que le paradis, on ne fera que chanter. Si un paradis existe, vous seriez content qu'on n'y fasse que chanter? Alors ça, c'est une bonne question. Alors, si le paradis, c'est pouvoir chanter tout ce que j'ai voulu chanter et que j'ai pas réussi à chanter dans ma vie, alors oui, je signe. Pour vous, ce serait bien ça? Oui, par exemple, moi, j'aurais adoré être ténor. J'aurais adoré chanter Verdi, Puccini. Donc, si le paradis me permet de chanter ça... Vous avez envie d'y aller dans ce cas-là? J'y vais. Et si vous y retrouvez votre maman, je pense que vous irez aussi. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que il y a une forme de se dire que
c'est pas possible que de quoi qu'on croit ou pas finalement. C'est très étrange de plus en plus de se dire que pour moi que la lumière s'éteint et qu'il y a plus rien. Donc c'est un chemin spirituel pour moi. Je ne sais pas ce que je penserai dans 10 ans, dans 20 ans, mais en tout cas, je crois à quelque chose quand même d'assez magique et d'assez incroyable dans la nature. Et je suis convaincu, on le voit d'ailleurs notamment aussi, beaucoup de découvertes aussi scientifiques sur les plantes, sur les animaux, qu'on sait encore très peu de choses. Donc sur il y a beaucoup peut-être de une choses. lumière après qui continue à briller. Oui, on sait très peu de choses. Avancer. Oui, peut-être. Merci beaucoup Philippe Merci Jarouski. à vous. Merci de ce bel échange avec nous. Merci de m'avoir invité. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.